Europe. Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h36 et voici la revue de presse d'Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François et bonjour à tous. À la une ce matin, le feu d'artifice du 15 août, un en particulier. C'est fait. Bravo, c'est ce qu'a déclaré Christian Estrosi en s'adressant aux artificiers déployés pour les festivités sur la promenade des Anglais à Nice. Hier soir, 2 ans après l'attentat du 14 juillet 2016, la ville a renoué avec le feu d'artifice du 15 août. Le sujet est à la une de Var Matin qui revient donc sur cette soirée. Christian Estrosi, maire de Nice, raconte il fallait franchir ce cap en étant unis. Plus de 100 000 personnes sont venues partager ce moment et cette foule exprime aussi sa volonté farouche d'écrire un destin de liberté en réponse à la barbarie. 100 000 personnes et parmi elles, Nathalie, infirmière qui tenait à être présente pour avancer, selon ses mots. Stéphane, artiste, était là, lui aussi, et il semble avoir apprécié l'important dispositif de sécurité mis en place. En 2016, déplore Christian Estrosi, les garanties en matière de sécurité qui avaient été promises n'étaient pas au rendez-vous. Rien ne pourra être désormais organisé sans un tel dispositif, promet le maire de la ville qui, avant d'envisager quoi que ce soit, avait bien sûr demandé l'autorisation à des familles de victimes pour renouer avec cette tradition du 15 août. Christian Estrosi, qui est encore et toujours, peut-être même plus que jamais, en guerre ouverte avec Éric Ciotti. L'Opinion nous raconte ce matin que ce dernier a très peu apprécié la présence du maire de Nice à une réunion secrète organisée à l'Élysée le 2 août avec d'autres maires de grandes villes. Et Éric Ciotti n'a pas manqué l'occasion de le faire savoir. Oui, dans une lettre à la plume acérée que l'Opinion nous révèle ce matin. Sur la forme, si cette information était confirmée, écrit-il, il s'agirait d'une grave trahison à l'égard de notre famille politique, à laquelle vous avez indiqué publiquement être toujours attaché, puisqu'il ne s'agirait rien de moins que d'une négociation secrète dans le dos de notre mouvement. Il est vrai qu'un certain flou entoure l'objet de cette rencontre élyséenne avec ses élus de tous bords, mais le contexte est également à prendre en compte, car ce nouvel épisode, explique l'Opinion, est aussi lié à une prochaine échéance électorale en octobre, en l'occurrence le renouvellement de la présidence Les Républicains des Alpes-Maritimes. Elle est aujourd'hui assuré par le maire de Nice, Christian Estrosi, mais le député Éric Ciotti s'y intéresse. Vos journaux reviennent aussi beaucoup ce matin sur le drame de Gênes et comment souvent, face à ces actualités dramatiques et incompréhensibles, on a tendance aussi à vouloir ramener ça à nous. On posait la question tout à l'heure à l'invité d'Europe 1, Dominique Bussereau. Les ponts français sont-ils dangereux ? C'est la question que se posent beaucoup de journaux ce matin. Et avec eux, de nombreux automobilistes, certains franciliens, notamment ceux qui ont pour habitude d'emprunter le viaduc de Gennevilliers. Pour eux, les images de Gênes ont peut-être eu une résonance un peu particulière. Oui, car il se trouve, comme nous le rappelle le Parisien, qu'il y a 3 mois, une partie d'un mur soutenant la chaussée de l'autoroute A15 sur ce viaduc s'est effondrée au niveau d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Alors on le voit sur la photo qui est dans le Parisien, les dégâts n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en Italie, mais tout de même, s'interroge le Parisien, le même scénario aurait-il pu se produire sur cet immense pont qui enjambe la Seine ? Non, il ne va pas s'écrouler, répond le responsable des routes d'Île-de-France, à qui le journal donne la parole. Alors pour rassurer, Alain Monteil explique que le viaduc est en parfait état, que les matériaux ne sont pas les mêmes et enfin que la partie qui s'est affaissée est un ouvrage indépendant du viaduc. L'article nous indique quand même en conclusion la réouverture de la circulation à trois voies, un temps envisagé, n'a finalement pas eu lieu. La preuve, s'il était nécessaire, que l'état du viaduc de Gennevilliers est pris très au sérieux. On regarde la une du Figaro avec vous, Alice Darfeuille, et ce dossier explosif de la rentrée pour le gouvernement. Oui, réforme des retraites, une rentrée sous haute tension, écrit le journal, qui insiste ce matin sur le caractère hautement inflammable de ce texte. Une réforme dont pour l'instant, on connaît finalement assez peu les contours, comme le souligne dans son édito Gaëtan de Capelle, mis à part son principe fondateur, 1 euro cotisé pour les mêmes droits pour tous. Le calendrier est serré. Dès septembre, nous dit Marie-Cécile Renaud, Jean-Paul Delevoye, qui est chargé du dossier, entrera dans le dur des discussions en mettant sur la table les sujets sensibles. Alors le Figaro vous en détaille quelques-uns. Le premier, le financement de ce régime universel, la question de l'âge de départ anticipé de certains fonctionnaires comme les policiers ou les militaires, mais aussi l'éventuelle suppression des pensions de réversion des veufs ou veuves, même si le gouvernement l'a démenti. Par le passé, rappelle le Figaro, le sujet des retraites a pu mettre jusqu'à 1 200 000 personnes dans la rue. C'était le 12 octobre 2020.
2010 contre la réforme d'Éric Woerth. Il s'agissait à l'époque de repousser l'âge légal des départs. Alors si le gouvernement abordait jusqu'à présent cette réforme avec un tant soit peu de sérénité, qu'il ne lise pas le Figaro ce matin. Il y avait une belle pénurie d'essence à l'époque. L'actualité internationale avec le procès des 2 femmes accusées du spectaculaire assassinat du demi-frère du dirigeant nord-coréen dans un aéroport en février 2017. On ne voit ce genre d'assassinat que dans les films de James Bond, a déclaré le procureur en charge de l'affaire. C'est le journal australien The Sydney Morning Herald qui nous le rapporte. On le dit souvent, peut-être trop, mais là, c'est vrai, Julien, je vous le promets, cette histoire a tout d'un scénario de film d'espion. Vous vous souvenez peut-être, le 13 février 2017, Kim Jong-un, demi-frère aîné du célèbre dirigeant nord-coréen, attend son vol pour Macao à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Les caméras de surveillance le montrent en train de jeter un œil au tableau d'affichage du hall de l'aéroport avant de se diriger vers le kiosque à journaux. 2 femmes surgissent et aspergent son visage d'une substance transparente et inodore, identifiée plus tard comme un puissant agent neurotoxique. L'attaque ne dure que quelques secondes. Kim Jong-un meurt 20 minutes plus tard. Et aujourd'hui, les 2 jeunes femmes sont les seules suspectes identifiées de ce crime. Ce qui est totalement fascinant dans cette histoire, c'est comment ces filles, qui menaient une vie assez banale en Asie du Sud-Est, se sont retrouvées au cœur de cet incroyable scénario. Le Monde nous le raconte. L'une est indonésienne, l'autre vietnamienne. Elles ne se connaissent pas. Issues de familles modestes, elles montent vers les grandes villes, à l'âge adulte, hôtesses de bar, masseuses, voire plus. Ces 2 jeunes filles, on l'a compris, ont besoin d'argent. Et c'est alors que, par le biais de fréquentations peu recommandables, elles sont chacune mises en contact avec des hommes, écrit Le Monde, disant réaliser des vidéos de canulars sur Internet. Ces vidéos sont des farces. Le principe, étaler des lotions de bébé sur le visage des gens pour rigoler. Succès garanti sur Internet. Tout est fait pour les mettre en confiance. Pour leur faire croire qu'elles deviendront des comédiennes célèbres et riches. Chacune de leur côté, les 2 jeunes filles sont alors testées dans la rue ou alors dans des supermarchés et elles font leurs preuves. 3 vidéos, $600 en poche. La belle vie, quoi. Jusqu'au matin du 13 février. Le Monde explique alors que les 2 jeunes femmes sont à l'aéroport de Kuala Lumpur et qu'elles sont prévenues que cette fois, elles vont être 2 à faire le gag. Mais là, ce jour-là, le liquide a une odeur différente, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi. Les 2 filles seront arrêtées le lendemain. Les 4 Nord-Coréens recruteurs ont tous pris la fuite. Et aujourd'hui, les 2 jeunes femmes sont devant la justice malaisienne qui va devoir trancher. Sont-elles des criminels ou des pions manipulés d'un crime mystérieusement orchestré? Réponse dans quelques heures. Mystère. Imaginez près de 200 journaux français mobilisés pour faire passer un message ferme à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, actuellement, où près de 200 grands quotidiens ont répondu à l'appel du Boston Globe. Tous ensemble, ils veulent dénoncer ce qu'ils appellent la sale guerre du président américain aux médias. Sur le site du Courrier international, la directrice éditoriale du Boston Globe explique: si l'opération est concertée, chaque journal américain publiera son propre éditorial. Nos mots seront différents, mais au moins nous pouvons tous nous accorder sur le fait que de telles attaques sont alarmantes. Les journalistes comptent parmi les êtres humains les plus malhonnêtes du monde. C'est notamment ce qu'avait déclaré le président américain. Je suis curieuse de lire ce qu'il va dire et répondre à cette mobilisation. Une réponse qu'on attend évidemment sur son compte Twitter. Bon, on va se connecter sur Twitter et on va regarder le profil @Donald Trump. Merci beaucoup Alice Darfeuille pour cette revue de presse. À demain.